Le jour de l'anniversaire de mon père, mon neveu a poussé ma fille dans la piscine. Pendant qu'elle saignait, ma mère lui a craché dessus. Puis ils m'ont supplié pour la pitié qu'ils ne lui ont jamais donnée. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée magnifique là où tu es. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le téléphone a sonné un mardi soir à 19h42. Je le sais avec une telle précision parce que je comptais les minutes qu'il restait avant de coucher Celcini et enfin m'effondrer sur le canapé pour ce qu'il restait de ma journée. Le son aigu et digital a été comme une intrusion. Il a traversé le dessin animé que Celcin regardait et a déchiré la mince paix fragile de notre petit appartement à Narvart. Le crayon de couleur que j'étais en train de lui tailler m'a échappé des mains. Il a roulé par terre et s'est glissé sous le frigo. Un soupir, presque un sanglot, m'a échappé de la poitrine. J'étais tellement fatigué. Le service de 24 heures de la veille avait été brutal. Un carambolage sur le viaduc, une overdose à la Condesa et un arrêt cardio-respiratoire que nous n'avons pas pu inverser. J'avais encore dans le nez l'odeur métallique du sang et du désinfectant de l'ambulance. Peu importe combien je me frottais. Je m'appelle Dalia, j'ai 34 ans et je suis ambulancière. Je sauve des vies pour gagner ma vie. Ironique, sachant que j'ai à peine l'énergie pour vivre la mienne. Le téléphone continuait de sonner. Implacable. Celcin, ma fille de 7 ans, a appuyé sur le bouton mute de la télécommande. Le silence soudain était presque encore plus bruyant. Elle m'a regardé avec ses grands yeux profonds, identiques à ceux de son père, et j'y ai vu la peur. Elle le savait aussi. C'est elle, n'est-ce pas, maman? Elle n'avait pas besoin de demander qui était elle. Ne t'inquiète pas, mon amour, lui ai-je dit en forçant un sourire qui ressemblait à un masque de plâtre fissuré. Je me suis levé du sol en sentant mon dos craquer. Ta grand-mère appelle sûrement juste pour dire bonjour? C'était un mensonge et nous le savions toutes les deux. Ma mère, Carmen, n'appelait jamais pour dire bonjour. Elle appelait pour exiger, pour rappeler ses soi-disant sacrifices, ou pour critiquer ma simple existence. J'ai regardé l'écran. Maman savait, avec la certitude d'un os cassé, que si je ne répondais pas, ce serait pire. Alors viendraient les textos passifs-agressifs, les appels à mes tantes pour leur dire à quel point j'avais disparu, à quel point j'étais une mauvaise fille. J'ai respiré profondément. Le même rituel que je fais avant d'entrer sur une scène d'accident. Observez la scène. La sécurité d'abord. Ne deviens pas une victime de plus. J'ai glissé le doigt sur l'écran. Bonsoir, maman. Dalia, ma chérie, sa voix a coulé dans le haut-parleur, faussement douce, comme un bonbon collant qui cache un médicament amer. Tu ne réponds presque jamais. Je t'ai appelé 2 fois. Mensonge, elle l'avait fait une seule fois. J'étais avec Celcin. Maman, il s'est passé quelque chose? Oh, quelles idées tu as? Une mère ne peut pas appeler sa fille? Je t'appelle juste pour te rappeler pour dimanche. La fête de ton père. Il fête ses 70 ans, tu sais? Un âge important. 70 ans. Tu ne peux pas oublier. Bien sûr que je n'avais pas oublié. Cela faisait un mois que j'essayais justement d'oublier, en le poussant au fond de ma tête, avec les factures en retard et le souvenir du dernier patient que j'avais perdu. Oui, maman. Je m'en souviens. Ai-je dit d'une voix sèche. Félicitations à papa. Félicitations. Tu iras les lui donner en personne. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir, ai-je menti faiblement. Je crois que j'ai un service. Oh, Dalia, soupira-t-elle, et la douceur disparut aussitôt, remplacée par son irritation habituelle, ce ton aigu qui me ramenait à mes 13 ans. Toujours le travail, toujours ton boulot. Tu ne peux pas manquer un jour pour ton père, après tout ce qu'il t'a donné. Je me suis mordu la langue pour ne pas demander ce qu'exactement il m'avait donné. Ta sœur Romina, continua-t-elle. Elle prend un avion depuis Guadalajara juste pour être là. J'ai serré les dents. Un mensonge énorme. Romina vivait à 20 minutes, dans un Pantouz au Loma, pas à Guadalajara. Mais pour ma mère, les Lomas étaient un pays étranger plein de richesses, auquel elle ne pouvait qu'aspirer. Elle et Lisandro ont loué une quinta entière à Cuernavaca pour lui. Une magnifique quinta avec piscine olympique et mariachi. Elle pense aux autres, pas comme certaines. Certaines. Moi.
Maman, je sais que c'est important. C'est juste que l'hôpital est. Tu ne vas vérifier rien du tout. Tu vas venir. C'est un ordre. Dahlia, et amène Celsin, dit-elle comme si c'était une idée de dernière minute. Ton père veut voir sa petite fille. Encore un mensonge. Mon père Fernando regardait à peine Celsin. Il était trop occupé à adorer son petit-fils doré, le démon de 10 ans, Damian, le fils de Romina. Celsin, en entendant son nom, s'est recroquevillé et a ramené ses genoux contre elle. Elle m'a murmuré si bas que je l'ai à peine entendu, terrorisé. On doit y aller, maman. Damian va être là. Mon cœur s'est serré au point de disparaître. La peur de ma fille était réelle. Elle avait des cicatrices physiques et mentales pour le prouver. Maman, ai-je essayé une dernière fois, ma voix suppliante, me détestant pour ça. Peut-être que Celsin et moi, on ne devrait pas. Tu sais comment Damian devient. La dernière fois. Ne commence pas tes drames. Dahlia, me coupa tes net. Ça, c'était à Noël. Les enfants sont des enfants. Damian est juste énergique. Ta fille doit s'endurcir. Arrête de l'enfermer dans ce trou comme une petite sauvage. Tu lui fais du mal. Tu lui fais du mal. Bref, dit-elle en changeant de sujet, sa mission accomplie. Ta sœur s'occupe de tout le banquet, bien sûr. Mais toi, apporte la salade de pommes de terre. Oui, d'accord. Comme ça, tu participes un peu. Elle fit une pause et je savais ce qui allait suivre. Et n'apporte rien de cher, ma fille. On sait bien comment tu es. Clic. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table bancale de la cuisine. L'écran cassé reflétait les lumières fluorescentes du plafond. On sait bien comment tu es. Pauvre. Seul. Raté. La veuve idiote d'un simple pompier. Je me suis frotté le visage, sentant la fatigue jusque dans mes os. On devra y aller, mon amour, ai-je dit à Celsin. Ma voix était un murmure rauque. Je l'ai attiré contre moi. Pourquoi, maman? Pourquoi on doit toujours y aller? Parce que parfois c'est plus facile d'y aller que d'affronter la guerre qui vient si on n'y va pas. C'était la réponse d'une lâche. Et je le savais. J'avais juré au fantôme de mon mari Ramiro, mon héros, que je ne les laisserais plus me faire du mal. Mais c'était le 70e anniversaire de mon père, et la partie la plus stupide et pathétique de moi, la petite fille blessée qui vivait encore en moi, voulait encore son approbation. Elle espérait encore ce signe de tête, ce mot de fierté qui n'arriverait jamais. Mais on va faire un marché, lui ai-je dit en la prenant par les épaules. On prendra notre propre voiture, on s'assoira loin, on mangera un morceau de gâteau vite fait, et au premier signe de problème, on s'en va. D'accord? Celsin a hoché la tête, même si ses yeux étaient encore pleins de peur. D'accord, maman. Ce soir-là, en la mettant au lit, j'ai vu qu'elle avait caché sous son oreiller l'ours en peluche avec l'uniforme de pompier de Ramiro. Notre armure partagée. Je savais que dimanche serait un enfer. Ce que je ne savais pas, c'est que ce serait le dernier jour où je les appellerais famille. Le lendemain, entre un service de 12 heures et les courses, j'ai acheté les ingrédients pour la salade de pommes de terre. C'était mercredi. J'avais 4 jours pour me préparer mentalement à l'exécution. Pendant que l'eau bouillait dans ma petite cuisine, la vapeur embuait les carreaux fissurés. Le son rythmique du couteau frappant la planche, toc toc toc, ressemblait à un compte à rebours. Chaque coupe, chaque pomme de terre épluchée était un souvenir, un artefact déterré du musée de la douleur que ma famille avait construit pour moi avec minutie. Exposition à « Le mariage simple ». Ramiro et moi nous sommes mariés il y a 9 ans. C'était au registre civil de Coyoacán, suivi d'un petit repas dans le jardin de notre voisine de l'époque. C'était parfait. Il y avait des carnitas, de la bière, des amis de la caserne et un soleil éclatant. Celsin n'était pas encore là, mais nous étions jeunes, amoureux et invincibles. Ma famille est arrivée en retard. Aïe, Dahlia, a dit ma mère Carmen en regardant ma simple robe blanche en coton. C'est très simple. Mon père Fernando a serré la main de Ramiro. Donc, pompier. Et, au moins, tu as un travail stable. Il ne l'a pas félicité, il ne m'a pas prise dans ses bras. Romina et Lisandro sont restés 10 minutes. Que c'est folklorique, tout ça, ma petite sœur, a dit Romina en plissant le nez devant la sauce verte.
Lisandro est allergique au peuple. Allez, on y va. 2 ans plus tard, Romina s'est mariée. C'était un mariage de 500 invités au château de Chapultepec. Ils ont littéralement fermé une partie du musée. Il y avait un menu de 5 plats, une robe de créateur importée d'Espagne et un orchestre en live. Mon père a pleuré. Ma princesse, a-t-il dit pendant le toast. Enfin quelqu'un qui sait ce que tu vaux. Ramiro et moi avons dû nous asseoir à la table du fond, près de la cuisine. Exposition B, l'assurance vie de Ramiro. Mais l'artefact le plus douloureux, celui qui saigne encore, date d'il y a 4 ans. Ramiro est mort dans l'incendie d'un entrepôt à Iztapalapa. Il est mort en sauvant 3 personnes, mais il n'a pas pu se sauver lui-même. Ça m'a brisé. Ça m'a détruite. Ma famille n'est pas venue à l'enterrement à la caserne de pompiers. Ah non, Dahlia, toutes ces sirènes. C'est de mauvais goût, dit ma mère au téléphone. Une semaine après les funérailles, alors que j'étais encore perdu dans ma douleur, incapable de comprendre que j'étais désormais une mère célibataire, ils ont organisé une intervention. Pas pour me réconforter, non, pour parler d'argent. Nous étions dans le salon de mes parents. Je portais encore la chemise de Ramiro. Dahlia, commença mon père Fernando avec sa voix d'homme d'affaires. Nous comprenons ta douleur, mais la vie continue. Et maintenant, il y a des affaires pratiques à régler. Des affaires pratiques ? Demandai-je, la voix brisée. L'assurance vie, intervint Lisandro, l'avocat, en ouvrant sa mallette. J'ai parlé avec le syndicat des pompiers. Il semble que Ramiro t'ait laissé une police d'assurance. 800 000 pesos. Je restai figé. Comment le savait-il ? Dahlia, dit mon père en posant sa main sur la mienne, un geste qui voulait sembler paternel mais qui ressemblait à un piège. 800 000 pesos, c'est beaucoup d'argent, trop pour que tu gères ça seul. Tu ne t'y connais pas. Tu es trop émotive. Qu'est-ce que vous êtes en train de suggérer ? Murmurai-je. Lisandro a des investissements à haut rendement, répondit Fernando. Des fonds sûrs. Si tu nous donnes cet argent, il peut le gérer, le faire doubler. Ce serait la meilleure façon pour que Ramiro continue à prendre soin de toi, même mort. En laissant des hommes plus intelligents s'en occuper. Des hommes plus intelligents. Je regardais Romina. Elle se limait les ongles, l'air ennuyé. Sérieusement, Dahlia, pourquoi veux-tu autant d'argent ? J'ai besoin de payer la camionnette. Lisandro dit que c'est une mauvaise idée d'avoir des dettes. Ce serait juste, non ? Après tout le stress que tu nous as causé avec, enfin, avec tout ça. Avec la mort de mon mari, quelque chose en moi, quelque chose que je croyais mort avec Ramiro, s'est rallumé. Une braise de colère glaciale. Non, dis-je. Tous me fixèrent. Ah comment ? Grogna mon père. J'ai dit non, répétai-je en me levant. Vous ne toucherez pas un seul centime de l'argent de mon mari. C'est l'argent de ma fille. C'est pour son éducation. Je vais le mettre dans une fiducie que personne, même pas moi, ne pourra toucher avant ses 18 ans. Et maintenant, excusez-moi, je dois aller pleurer mon mari. Seul. Un silence total tomba dans la pièce. Je vis leur visage passer de la cupidité à la colère. Comment osais-je, moi, la pauvre veuve, la petite paramédic ratée ? Ce fut mon péché originel, mon premier acte de trahison, refuser d'être leur guichet automatique. Exposition C, Noël dernier. Depuis ce jour, je suis devenu leur ennemi. Et Celsin, par extension, est devenu un dommage collatéral. Le favoritisme, autrefois discret, est devenu flagrant. Damian, l'héritier de 10 ans, était un dieu. Celsin, une gêne. Noël dernier en a été la preuve. J'ai économisé pendant des mois. J'ai fait des gardes doubles en décembre, ratant la fête de l'école de Celsin, juste pour lui acheter une tablette de dessin. Une bonne, avec un stylet sensible à la pression. Celsin a le même talent que Ramiro, elle dessine avec une précision qui fait peur. Quand elle l'a ouverte la veille de Noël chez mes parents, ses yeux brillaient comme 1000 étoiles. Maman, elle est parfaite. Merci, merci. Damian, bien sûr, a reçu une PlayStation 5, un drone qui coûtait plus que mon loyer et une trottinette électrique. Nous étions dans le salon. Celsin était assise calmement dans un coin, dessinant son premier portrait sur la tablette, un pompier.
Ramiro. Damian, lassé de son drone, a regardé Seltsin. Il a vu la tablette. J'ai vu la jalousie dans ses yeux. Puis il a regardé sa mère, Romina. Romina lui a souri et lui a fait un clin d'œil. Damian a pris sa trottinette électrique flambant neuve et a foncé à toute vitesse près de Seltsin, frappant la table basse sur laquelle elle s'appuyait. La tablette a volé dans les airs et s'est écrasée au sol, l'écran fendu. Seltsin a poussé un cri étouffé. Avant que je puisse réagir, Romina a dit. « Oh, Damian, fais plus attention, mon fils. » Bon, tant pis. Seltsin, tu ne devrais pas laisser tes affaires chères traîner comme ça. Elle était sur la table. Ai-je crié en courant vers ma fille. Il l'a fait exprès. C'est faux. Cria Damian en riant. C'est elle qui s'est mise devant. Mon père baissa son journal, le visage impassible. Assez, Dahlia, ne fais pas un drame pour un jouet. C'est Noël. Seltsin, arrête de pleurer, tu fais pitié. Les accidents arrivent. Seltsin s'est enfui en pleurant dans la salle de bain. L'écran était brisé. Irréparable. Personne ne s'est excusé. Je terminais de couper le céleri. La salade était prête. Je la mis dans le bol en plastique le plus moche que j'avais. Une offrande pathétique à un dieu en colère. Je pris ma vieille Nissan March 2010 et roulai vers Cuernavaca le dimanche matin, le ventre noué. Seltsin était sur le siège arrière, serrant dans ses bras, Bomberito, l'ours en peluche avec l'uniforme de pompier de Ramiro. 2 heures seulement, chuchotai-je, plus pour moi que pour elle. 2 heures et on sera libre. Quel idiote j'étais. Je ne savais pas que je conduisais tout droit vers un piège. La villa était outrageusement luxueuse. Pas le luxe discret de l'argent ancien, mais celui, bruyant et désespéré, du nouvel argent qui veut prouver quelque chose. Des murs en pierre volcanique, des arches en pierre rose, et un jardin si parfaitement entretenu qu'on aurait dit du plastique. Et la piscine. Oh, la piscine était le centre de tout. Un immense rectangle d'un bleu turquoise si vif qu'il faisait mal aux yeux, entouré de chaises longues blanches et de parasols importés. Ma petite Nissan March 2010 poussa presque un soupir de résignation quand je la garai sur le gravier, loin, très loin du BMW X7 de Lisandro et du nouveau cabriolet Mercedes sans doute le cadeau d'anniversaire de mon père. Je me sentis comme un cafard dans un bal de gala. Waouh, souffla Seltsin depuis l'arrière, les yeux rivés sur la piscine. Souviens-toi de ce qu'on a dit, ma fille, dis-je, la voix plus tendue que je ne le voulais. Pas de piscine sans moi. Même pas près du bord. Compris? Oui, maman. Je pris mon misérable bol de salade de pommes de terre et nous marchâmes vers le bruit. Un groupe de mariachi d'au moins 12 musiciens jouait Elré à un volume assourdissant sous un kiosque. Des serveurs impeccablement habillés en blanc avec nœuds papillons servaient des boissons dans des verres élégants. L'air empestait le mélange de tequila cher et de crème solaire à la noix de coco. Une odeur écœurante de fête et d'arrogance. Mon père Fernando était le centre du monde. Il portait une chemise en lin blanc qui coûtait probablement plus que ma paie. Il riait fort, une ricanerie forcée qui ne touchait pas ses yeux, pendant que Lisandro lui tapait dans le dos. « Papa, dis-je, essayant de paraître joyeuse malgré les trompettes. Joyeux anniversaire. » Il se retourna. Son sourire s'effaça un peu. « Ah, Dahlia, tu es venue. » Il ne me serra même pas dans ses bras. Son regard glissa de ma blouse en coton simple au bol de plastique dans mes mains. Il fit une grimace. « Laisse ça dans la cuisine et essaie de te mêler aux gens, d'accord ? Ne reste pas dans un coin comme une statue. » Super. Pas 2 minutes et j'étais déjà une honte. « D'accord, papa. » Ma mère, Carmen, arriva en se faufilant entre les invités. Elle ressemblait à une version plus âgée et plus amère de Romina, enveloppée dans des soies colorées. « Dahlia, comme c'est bien que tu sois venue. » Seltsin, dit-elle en jetant un regard critique à la robe à fleurs de ma fille, celle que j'avais achetée au supermarché. « Ne te mouille pas et ne te salis pas. Et, pour l'amour de Dieu, coiffe-toi. »« Bonjour, mamie, » murmura Seltsin, se cachant instinctivement derrière mes jambes. « Ne sois pas impoli, petite. »« Dis bonjour correctement, » lança Carmen. « Laisse-la, maman. On vient juste d'arriver. » Ma mère souffla bruyamment et partit accueillir quelqu'un de plus important. Juste à ce moment-là, comme si tout avait été planifié,
la porte principale s'ouvrit à nouveau et la musique baissa un peu. On est là, famille. La joie de la fête est arrivée. C'était la voix perçante de Romina. Elle, Lisandro et Damian firent une entrée spectaculaire. C'était comme si un projecteur divin s'était allumé sur eux. Ma reine, cria ma mère en courant l'embrasser, ignorant sa commère d'un instant plus tôt. Tu es splendide. Cette robe est divine. Mon champion, s'exclama mon père en ouvrant les bras pour Damian, qui courut vers lui non par amour, mais par attente. Fernando le souleva dans les airs. Regardez mon petit-fils, l'héritier, chaque jour plus fort. Damian, à 10 ans, était déjà un mini Lisandro, arrogant, en surpoids, le regard calculateur et ce sourire cruel qu'il réservait uniquement à Seltsin. Dahlia et moi restâmes seuls au milieu du jardin, comme deux fantômes dans la fête des autres, totalement invisibles. Va t'asseoir sur cette chaise, ma chérie, dis-je à Seltsin en montrant une chaise longue isolée, loin du bruit, loin de la piscine. Je vais déposer ça et je reviens dans une minute. Ne bouge pas d'ici. Oui, maman. Je partis vers la cuisine, qui ressemblait à celle d'un restaurant. Je posai ma salade de pommes de terre entre des montagnes de homards et des viandes importées. Je me sentis encore plus minuscule. Je revins en courant. Mon instinct de secouriste sonnait l'alarme. Seltsin n'était plus sur la chaise longue. Je sentis la panique me glacer le ventre. Seltsin. Appelai-je. Je la trouvai, Dieu merci. Elle n'était pas sur la chaise longue, mais elle était bien là où je lui avais dit, loin de la partie profonde. Elle était assise sur la première marche de la piscine, dans la partie la plus basse, où l'eau lui couvrait à peine les chevilles. Elle avait sorti son carnet et dessinait. Elle était en sécurité. Je me tenais à une dizaine de mètres, derrière un palmier, en la surveillant. Je faisais semblant de regarder mon téléphone, mais mes yeux ne la quittaient pas. Damian, après avoir été adulé par tous les invités et avoir reçu plusieurs billets de son grand-père, s'ennuya. Je le vis chercher quelque chose du regard. Il me vit derrière le palmier, fronça les sourcils. Puis il vit Seltsin, seul, vulnérable. Un sourire malicieux, identique à celui de sa mère, se dessina sur son visage. Il s'approcha de Romina, qui riait faussement à une blague de Lisandro. Damian lui murmura quelque chose à l'oreille. Je retins ma respiration. Je vis Romina me regarder en cachette. Puis elle regarda Seltsin assise sur la marche, et alors elle le fit. Ce fut un geste très subtil, mais je le vis. Le soleil l'éclairait. Romina sourit. Une sourire complice, et elle hocha la tête. Un petit mouvement, presque invisible, mais c'était un signe d'autorisation. Mon sang se glaça. Je me mis à courir. Seltsin, sors de là. Damian, non. Mais c'était trop tard. Damian prit de l'élan, courut sur l'herbe en criant « Bombe !» Mais il ne sauta pas. Ce n'était pas un jeu. Il arriva au bord et, avec toute la force d'un enfant de 10 ans qui n'a jamais connu la moindre conséquence, il poussa Seltsin par derrière avec ses deux mains. Seltsin ne s'y attendait pas. La poussée la fit tomber vers l'avant, mais pas du côté de l'eau peu profonde, elle glissa sur le côté, vers la zone la plus profonde. Sa tête heurta le bord en béton dans un bruit sourd et humide. Poum. Puis son petit corps tomba comme une poupée de chiffon directement dans la partie à 3 mètres de profondeur. Non. Criai-je. Les invités riaient. Ah, quel petit coquin ce Damian, quelle énergie. Mais elle ne sait pas nager. Hurlai-je, la voix brisée par la panique en enlevant mes chaussures. Elle s'est cognée la tête. Je me jetai dans l'eau. Elle était glaciale, ou peut-être était-ce la peur qui me glaçait le sang. Le chlore me brûla les yeux immédiatement, mais je les gardai ouverts, cherchant désespérément. Sa petite robe à fleurs de tournesol coulait lentement, trop lentement. Ses petits bras bougeaient faiblement, puis restèrent immobiles. Je nageais avec la force d'une lionne, l'adrénaline brûlant mes muscles. Je l'atteignis. Elle était à 2 mètres de profondeur. Je la pris par le bras et la tirai de toutes mes forces vers la surface. Je sortis la tête de l'eau en toussant, haletante, la tenant contre ma poitrine. Seltsin, respire, mon amour, respire. Elle était molle, inconsciente. Je nageais furieusement jusqu'au bord. Je la hissai sur le sol de pierre comme un paquet. Je sortis derrière elle, glissant, mes genoux frappant le béton. Elle était violette.
Ses lèvres étaient bleues. Elle ne respirait pas. Et le sang, mon Dieu, le sang. La blessure sur son front, là où elle s'était cognée, était profonde. Une vilaine coupure d'où s'échappait un sang sombre et épais, qui se mélangeait à l'eau de la piscine, formant une mare rose pâle et horrible autour d'elle. Le mariachi continuait à jouer, chante et ne pleure pas. Les gens riaient encore, mais on commençait à entendre des murmures de confusion. Mon cerveau s'éteignit. Dahlia la fille ratée, la veuve invisible, disparut. La paramédic Dahlia prit le relais, la professionnelle, celle qui commande. Ne la touchez pas. Criai-je d'une voix ferme, la même que j'utilise sur les lieux d'un accident. Une voix qui ne permet aucune discussion. Je posai 2 doigts sur son cou. Froid, humide, un pouls faible, presque imperceptible. Elle ne respire pas. Criai-je. J'ai besoin d'aide. Elle est en arrêt. J'inclinai sa tête. Je vérifiai ses voies respiratoires. De l'eau. Je commence la réanimation. J'entrelace mes mains sur son petit sternum. Ne pense pas, agis. C'est impatient. 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce que tu fais, Dahlia? La voix de mon père Fernando retentit. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'agacement. Tu vas la blesser. Tu exagères. Elle a juste avalé un peu d'eau. Tais-toi, papa. Criai-je sans m'arrêter, sans casser le rythme. Elle est en arrêt. Appelez le 911 tout de suite. Ne crie pas sur ton père. Hurla ma mère en s'approchant. Quel scandale, Lisandro? Je hurlai vers l'avocat, livide. Toi, prends ton téléphone. Appelle le 911. Dis-leur, possible noyade, fillette de 7 ans inconsciente, traumatisme crânien grave. Je vis Lisandro sortir son téléphone, mais il me regardait avec dégoût. Il ne composait pas. Il regardait Romina, qui s'était approchée. C'était un accident. Cria Romina. Ta fille est maladroite. Mon Damien ne faisait que jouer. Romina. Hurlai-je, la voix brisée par l'effort. Des serviettes. Une couverture. Tout de suite. La panique m'envahit. Personne ne bougeait. Ils étaient figés. Pas de peur, non, de paralysie, d'indécision, d'incompétence pure, celle qu'on a quand on n'a jamais subi la moindre conséquence. Ils n'ignoraient pas seulement une mère. Ils désobéissaient à une professionnelle de santé en pleine urgence vitale. Ils défiaient mon autorité dans le seul domaine où j'étais experte. Et ils tuaient ma fille. Faites quelque chose. Elle va mourir. 28, 29, 30. Je pris une grande inspiration, collai mes lèvres aux siennes, froides, et soufflai. Je vis sa poitrine se soulever. Je soufflai encore. Je repris les compressions. Maman. Cria Romina. Tu vois, elle saigne sur ton tapis importé. Ma mère regarda la flaque rose qui s'élargissait. 10, 11, 12. Maman. Cria Damien, cette fois en pleurant vraiment. Je ne voulais pas. Tais-toi, Damien. Hurla Romina. 25, 26. Allez, c'est le saint. Allez, mon amour. Reviens. Reviens vers maman. Ne pars pas encore avec papa. Non. 29, 30. Une autre respiration. 2. Un haut le cœur. Un cri. Seltsin se mit à convulser. Un jet d'eau chlorée et de morceaux de frites sortit de sa bouche. Ses yeux s'ouvrirent, remplis de terreur, et elle poussa un cri perçant, un cri de douleur pure et de confusion. Maman. Maman. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh mon Dieu, le soulagement fut si fort que j'en eus presque la tête qui tourne. Je la tournai sur le côté, en position latérale de sécurité, pendant qu'elle toussait et pleurait. C'est fini, mon amour. C'est fini. Maman est là. Maman te tient. Je la pris dans mes bras, la serrant contre moi, trempée. Elle tremblait violemment. La plaie sur son front saignait encore abondamment. Je pressai ma main dessus pour stopper le flot. Alors le cercle des spectateurs immobiles se brisa enfin. Ma mère, Carmen, s'avança. Son visage n'exprimait ni soulagement,
ni inquiétude pour sa petite fille revenue de la mort. Il exprimait de la rage. Pure, brûlante, incandescente. Tu vois ce que t'as fait? Siffla-t-elle, la voix tremblante de colère. Je restais figé. Je la regardais. Ce que j'ai fait? Et tu as gâché la fête? Cria-t-elle. Et cette fois, tout le monde l'entendit. Le mariachi se tut enfin. La villa fut plongée dans un silence de mort, brisé seulement par les sanglots de Celsin. Maman, par pitié! Criai-je en me levant, tenant Celsin dans mes bras. Damian l'a poussé. Romina lui a dit de le faire. Elle a failli se noyer. Elle doit aller à l'hôpital. Elle a besoin de points de suture. Un mensonge. Hurla Romina depuis le fond. Mon fils ne ferait jamais ça. Ta fille est maladroite, elle a dû tomber toute seule. Toujours la même histoire avec toi, Dahlia. Ma mère s'avança encore, le visage tordu par une haine que je n'avais jamais vue si clairement. Toujours ton drame, toujours en train de gâcher ce qui est beau. Tu ne supportes pas que ta sœur ait une vie parfaite? Parfaite? Maman, elle saigne. Suppliai-je, montrant le sang sur ma main. Carmen me regarda, puis regarda Celsin, qui pleurait silencieusement dans mes bras, tremblante de froid et de choc. Je vis la décision se former dans ses yeux. Je vis le dégoût, et je compris que ce n'était pas le dégoût du sang. C'était le dégoût de nous. De notre pauvreté. De notre indépendance. Du fait que moi, la servante, la paramédic sale, j'avais osé refuser son contrôle. Ce crachat n'était pas pour la blessure. Il était pour les 800 000 pesos. Pour m'être marié avec Ramiro. Pour mon uniforme taché. Carmen se pencha, plissa les lèvres et cracha. Un jet de salive épais, plein de haine, vola dans l'air et atterrit sur la jambe nue de Celsin, juste à côté de ma main qui appuyait encore sur sa plaie. Le monde devint blanc. Le son disparut. Je ne voyais plus que cette salive lente, visqueuse, coulant sur la peau de ma fille. Quelle horreur, souffla ma mère. Toujours dans le chemin, petite idiote. Je restais paralysé. Le cerveau humain n'est pas fait pour encaisser ça. Une grand-mère qui crache sur sa petite fille blessée. Ma propre mère. Celsin cessa de pleurer. Son petit corps se raidit. Elle me regarda, ses yeux immenses et confus. Puis elle regarda la salive sur sa jambe. Elle la vit couler. Cette image, cette simple et horrible image, brisa quelque chose en moi. Le dernier fil, le dernier reste d'espoir enfantin qu'au fond, il m'aimait encore. Elle s'était consumée, réduite en cendres et de ces cendres naquit quelque chose de froid, de dur, quelque chose que je ne savais même pas posséder. J'appellerai la police. Criai-je. Et ma voix, ce n'était plus un cri désespéré, c'était un rugissement. Un rugissement que je ne reconnus pas. Je sortis mon téléphone, trempé, de la poche arrière de mon jean. L'écran était fissuré à cause de ma chute dans l'eau, mais il s'alluma. Merci mon Dieu. Le logo de la pomme apparut, lentement, trop lentement. Allez, allez, suppliai-je. Je commençais à composer le 911. Non, tu ne le feras pas. Une main énorme m'arracha le téléphone. C'était mon père, Fernando. Son visage était violet, pas d'inquiétude, mais de rage. La rage d'un patriarche défié. Rends-moi le téléphone, papa. Criai-je. C'est une urgence, elle est blessée. Tu ne me donnes pas d'ordre, pas dans ma maison, pas le jour de ma fête. Rugit-il. J'ai assez supporté tes humiliations pour aujourd'hui. Tu ne vas pas ruiner mon 70e anniversaire avec tes cris et une ambulance. Il me regarda, puis regarda Celsin, qui saignait et tremblait dans mes bras. Ses yeux étaient morts. Froids. Vides de tout amour. Bah, dit-il avec mépris. Ce n'est qu'une égratignure. Tu exagères, comme toujours. Tu veux attirer l'attention. Et alors, il dit la phrase. La phrase gravée dans mon esprit pour toujours. La phrase qui scella son destin. Laisse-la mourir. Le monde s'arrêta. Quoi? Chuchotai-je. Laisse-la mourir. Hurla-t-il, pour que tout le monde entende. Elle vient de gâcher la journée de mon petit-fils. Mon véritable héritier. Il leva mon téléphone, ma seule ligne de secours,
ma seule connexion avec le 911 au-dessus de sa tête. Et, avec toute la force d'un homme de 70 ans consumé par la haine et l'orgueil, il le jeta contre le sol en pierre. Le téléphone ne se brisa pas simplement. Il explosa. La batterie vola, l'écran se désintégra en une pluie de petits éclats, comme 1 million de diamants de misère. Le son fut sec, irrévocable. Je hurlai. Un cri animal, un mélange de désespoir et de rage pure. Je serrai Celsin contre moi, protégeant sa tête, et je courus vers la porte principale. Si je ne pouvais pas appeler, je courais. Je courais dans la rue, ensanglanté, trempé, et j'arrêterais une voiture. Mais une silhouette élégante se plaça devant moi. Lisandro. L'avocat. « Calme-toi, Dahlia, dit-il d'une voix faussement douce en ajustant ses boutons de manchette. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Écarte-toi, Lisandro. Criai-je en essayant de le contourner. Elle est en état de choc. Elle a besoin d'un hôpital. Il ne bougea pas. Il resta planté là, mur d'arrogance légale. Écoute-moi bien, Dahlia, dit-il, son sourire de fête effacé, remplacé par le masque froid de l'avocat sans scrupules. Parce que je ne le dirai qu'une seule fois, légalement. Ceci est une propriété privée. Ce qui s'est passé ici est un regrettable accident d'enfant. Ce n'était pas un accident. Damien l'a poussé. C'est ta parole contre celle d'un enfant, et contre tout le monde ici, répliqua-t-il calmement. Si tu fais un scandale, si tu sors en criant et appelles la police, tu sais ce qui va se passer? Ils vont ouvrir une enquête. Et ils ne vont pas enquêter sur Damien. Ils vont enquêter sur toi. Sur moi. Pourquoi? Balbutiai-je. Il eut un sourire. Négligence. Dit-il, savourant le mot. Où étais-tu quand ta fille est tombée? Tu la surveillais? Ou tu étais occupé, à je ne sais quoi? Tu es une mère célibataire, avec un travail épuisant. On dirait que tu n'arrives pas à tout gérer. Le sang se glaça dans mes veines. Moi-même, poursuivit-il, en tant qu'officier de justice, j'aurai l'obligation de prévenir le service social. De signaler qu'une mère négligente ne peut pas s'occuper de sa fille. Tu veux vraiment que les services te la prennent, Dahlia? Après tout ce que tu as traversé? C'était un échec total. Il me menaçait, avec ma propre fille. Je ne pouvais plus respirer. J'étouffais. Et alors je vis la scène entière. Mon père Fernando, rangeant son mouchoir, satisfait. Ma mère Carmen, essuyant le crachat imaginaire de ses lèvres avec dégoût. Ma sœur Romina, souriant fièrement, serrant contre elle sa victime, Damien. Et mon beau-frère Lisandro, triomphant, sûr de sa victoire. Ils se retournèrent ensemble, comme une meute. Bon, assez de drame, dit mon père d'un ton jovial. Que la fête continue. Apportez le gâteau. Mariachi, rejouez la Smananita. Ils se dirigèrent vers la maison. Non. Attendez. Criai-je, la voix brisée. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Elle saigne. Elle a froid. Personne ne se retourna. Je les vis entrer dans la maison illuminée. Je vis mon père tapoter l'épaule de Damien comme s'il venait de remporter un trophée. Et j'entendis le son le plus terrible de ma vie. Le clic doux de la porte vitrée qui se ferma. Puis le clac plus fort, plus final, de la serrure. Il m'avait laissé dehors. Seul. Trempé. Avec ma fille blessée. Sans téléphone. Et enfermé. Le silence qui suivit fut une gifle. Puis le mariachi reprit, plus forte encore. Une version joyeuse, festive, de la Smananita. Comme s'il voulait étouffer mes cris. Étouffer la réalité. Maman, j'ai froid, murmura Celsin, d'une voix tremblante. J'ai très froid, maman. Mon cerveau de paramédic hurla les mots hypothermie, hémorragie, choc hypovolémique. Je n'avais pas le temps de pleurer. Pas le temps de haïr. Je devais agir. Tiens bon, mon amour. Maman va nous sortir d'ici, je te le promets. Je regardai la porte vitrée fermée. Je vis leurs ombres à l'intérieur riant, levant leurs verres, coupant le gâteau. Des monstres. C'étaient des monstres qui célébraient. Je regardais les murs de la villa, hauts de 3 mètres. Impossible à escalader.
Mais je me rappelais, la salade de pommes de terre. La cuisine. La porte de service. Accroche-toi, Celsin, dis-je d'une voix métallique, que je ne reconnus pas. Portant ma fille de 7 ans, trempée, inerte comme un poids mort, je courus. Je courus sur le sentier de pierre autour de la maison, mes pieds nus frappant les cailloux tranchants. Je ne sentais rien, juste l'urgence. Le tic-tac du temps. J'arrivais à l'arrière. La cuisine. L'odeur de graisse et de nourriture chère s'échappait d'un ventilateur. Et là, une porte en métal rouillait la porte de service. S'il te plaît, qu'elle ne soit pas fermée. Je déposai Celsin un instant contre le mur. Ne bouge pas, ma chérie, juste une seconde. Je tirai sur le loquet. Il était coincé, bloqué par la rouille et des années d'oubli. Je tirai plus fort. Un gémissement de frustration sortit de ma gorge. Non. Pas maintenant. Je tirai encore, de toutes mes forces. La force d'une mère. La rage d'une fille trahie. Clang. Le verrou céda. La porte s'ouvrit dans un grincement strident, révélant une allée sombre et étroite, remplie de poubelles géantes qui sentaient la fête pourrie, homard avarié, champagne rance. Mais pour moi, ça sentait la liberté. Je sortis dans l'allée. C'était une ruelle en terre battue, sans asphalte, loin de l'entrée principale, loin des voitures de luxe. À l'aide! Criai-je. Ma voix résonna contre les murs. S'il vous plaît, aidez-moi. Rien. Personne. Il était 8 heures du soir, un dimanche. La nuit tombait. Mais alors je vis une lumière. Une seule lumière. Une fenêtre illuminée d'une lueur jaune et chaude. La maison d'Ax en grave côté. Petite, modeste, écrasée par la monstruosité de la villa de mon père. Je n'avais pas le choix. Je courus vers cette lumière. Le portail en grillage était ouvert. Je montai les 3 marches du perron en trébuchant et frappai à la porte avec mon poing, y laissant une trace de sang, de chlore et d'eau. À l'aide, s'il vous plaît. Ma fille va mourir. Je vous en supplie. J'attendis ce qui me sembla une éternité. Puis j'entendis des pas lents, traînants. La porte s'ouvrit. Une femme aux cheveux entièrement blancs, attachée en chignon, portant un tablier à fleurs et de grosses lunettes, me regarda. Son visage passa de la surprise à l'horreur absolue en une seconde. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle, les mains sur la bouche. « S'il vous plaît, soufflai-je, alors que mes forces m'abandonnaient. Ma famille, la fête d'Ax en grave côté, ils ne veulent pas nous aider. » Manuel, cria la femme à l'intérieur. Appelle le 911, vite. Dis-leur que c'est une petite fille, un traumatisme. Elle se tourna vers moi, me prit le bras avec une force surprenante. Entre, ma fille, vite. Enlève-la du froid. Elle me guida vers son petit salon qui sentait la cannelle et le linge propre. Une odeur de maison, une vraie. Je m'appelle Adla, dit-elle. J'ai été infirmière en chef à l'hôpital général pendant 30 ans. Tu es entre de bonnes mains. Une infirmière. Je m'effondrai. L'adrénaline retomba et mes jambes me lâchèrent. Je tombai à genoux sur son tapis d'entrée. Non, dit Adla en me soutenant. Tiens bon, ma fille. Pas maintenant. Sois forte. Pose-la sur le canapé. Un vieil homme, Manuel, arriva avec un téléphone sans fil. Et ils arrivent. 5 minutes. Adla était déjà en mode professionnel. Manuel, apporte la grande trousse, celle du diabète, et toutes les couvertures que tu as. Toutes. Elle se tourna vers moi, pendant que je tremblais, incapable d'arrêter de pleurer. Et qu'est-ce qui s'est passé, exactement? Elle? Damian, mon neveu, il l'a poussée dans la piscine, balbutiai-je. Elle s'est cogné la tête, elle ne respirait plus. J'ai fait un massage cardiaque. Les yeux d'Adla se plissèrent derrière ses lunettes. Tu lui as fait un massage cardiaque? Tu es médecin? Paramédic à la Croix-Rouge, répondis-je. Bien, dit Adla en hochant la tête. Tu lui as sauvé la vie. Bravo, collègue. Manuel revint avec une pile de couvertures. Adla retira mon pull trempé de Celsin et commença à la sécher avec une efficacité rassurante.
Elle prit une compresse stérile de sa trousse et la pressa sur la plaie. C'est profond, dit-elle doucement. Elle aura besoin de points. Et ici, regarde, une bosse sur l'avant-bras, oui, fracture du radius, cas typique. Bien fait de l'avoir sorti du froid. Et eux, ta famille, pourquoi n'ont-ils pas appelé eux-mêmes, demanda Adla. Ils n'ont pas voulu, murmurai-je, la honte me serrant la gorge. Ma mère, elle lui a craché dessus. La main d'Adla, qui nettoyait la plaie de Seltsin, s'arrêta net. Elle me fixa droit dans les yeux. Le silence dans le petit salon était total, brisé seulement par le son des sirènes qui se rapprochaient. « Et que as-tu dit » demanda-t-elle d'une voix basse. Ma mère a craché sur Seltsin. Pourquoi? Parce qu'elle a gâché la fête, répondis-je d'une voix brisée. Et mon père a dit, laisse-la mourir. Puis il a détruit mon téléphone pour m'empêcher d'appeler. Le visage doux d'Adla se transforma. Il se durcit, devenant un masque de colère glacée. Manuel, dit-elle d'une voix basse et dangereuse, sans détourner le regard de moi. Va à ton bureau. Prends le cahier jaune. Je veux que tu notes tout ce qu'elle vient de dire. Avec la date et l'heure. Et demain matin, tu appelles Ursula. Ursula, demanda Manuel, pâle. Oui, répondit Adla en reprenant les soins de Seltsin. Ma nièce, l'avocate. Dis-lui que j'ai un cas pour elle. Un cas qu'elle va adorer. L'ambulance arriva. Les lumières rouges et bleues baignaient le petit salon, se reflétant dans les lunettes d'Adla. C'étaient mes collègues ou du moins, des frères de métier. Je reconnus l'un d'eux, le chef d'équipe. Dahlia, demanda-t-il, stupéfait, en me voyant à genoux, trempé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi la patiente? Non, c'est ma fille, dis-je d'une voix mécanique de paramédic. Chute dans une piscine, poussée, traumatisme crânien, possible fracture du radius. Perte de conscience d'environ 1 minute, suivie d'une RCP d'1 minute. Voie respiratoire dégagée. Signes vitaux instables. Choc hypovolémique et hypothermie. Le visage du chef se durcit. Son étonnement se changea en respect professionnel, puis en horreur. Compris. Allons-y. Qui l'a poussé? Ma famille, murmurai-je. Il me regarda. Monte. Tu viens avec nous. Adla me retint avant que je monte dans l'ambulance. Ma fille, dit-elle en glissant quelque chose dans la poche de mon pantalon trempé. C'était un billet de 500 pesos. Non, je ne peux pas accepter. Je ne te demande pas ton avis, dit-elle fermement. C'est pour un café, un taxi, ce que tu veux. Manuel et moi, on viendra derrière vous en voiture. Tu ne seras pas seul. Compris, dis-je, la gorge serrée. Je la serrai dans mes bras en pleurant. À l'hôpital Angeles le plus proche, et ironiquement, le plus cher de Cuernavaca, on nous prit en charge immédiatement. Trauma pédiatrique, salle 3. Cria une infirmière. On m'arracha Seltsin des bras. Madame, attendez ici. Je restai dans la salle d'attente, une bulle d'air conditionné et de silence aseptisé. Je m'effondrai sur une chaise en plastique. C'est là que je remarquai. J'étais couverte de sang. Le sang de ma fille. Adla et Manuel arrivèrent peu après et s'assirent à côté de moi. Ils ne parlèrent pas. Pas de questions idiotes. Ils restèrent simplement là, à mes côtés, en silence, pendant 1 heure. 2 vieux gardiens, veillant sur moi pendant que je tremblais sans pouvoir m'arrêter. Enfin, un médecin sortit en retirant sa Charlotte. Famille de Seltsin Robles? Je bondis, les jambes flageolantes. Je suis sa mère, Dahlia. Dahlia Fuentes. Madame Fuentes, votre fille est stable, dit le médecin, un jeune homme aux yeux fatigués. Je relâchai un souffle que je ne savais même pas retenir. Mes genoux cédèrent, et Manuel me rattrapa. Mais ses blessures sont sérieuses, poursuivit le médecin. Elle a une commotion cérébrale sévère. La plaie sur son front était profonde, elle a touché le périoste. Il a fallu 15 points de suture. Et oui, elle a une fracture nette du radius. Elle portera un plâtre pendant environ 6 semaines. Je hochai la tête, tentant d'absorber tout ça. 15 points, un plâtre. Madame, ajouta le médecin d'un ton grave, je veux être très clair, vous lui avez sauvé la vie. Votre intervention rapide, la RCP,
et le fait de l'avoir sorti du froid. 10 minutes de plus, et les dommages cérébraux auraient été irréversibles. Ou pire. Vous êtes paramédic, n'est-ce pas? Oui, répondis-je. Ça se voit. Bon travail, collègue. Laisse-la mourir. Les mots de mon père résonnèrent dans ma tête. Mon père, qui voulait que j'attende ces 10 minutes-là. Merci, docteur, dis-je simplement. Puis la réalité me frappa. Une femme de l'administration s'approcha, tablette à la main, sourire figé. Madame Fuentes, quelle bonne nouvelle que votre fille aille mieux. Pour valider son admission en soins intensifs pédiatriques et les procédures d'urgence, le dépôt initial est de 60 000 pesos. 60 000 pesos. Mon cœur tomba au fond de ma poitrine. Je regardais Adla. Elle me regardait, le visage triste. Je n'ai pas d'assurance santé, murmurai-je. Ne vous inquiétez pas, dit la femme avec son sourire plastique. Espèce ou carte? Je pris mon portefeuille. Ma main tremblait tellement que les cartes tombèrent au sol. Je les ramassai. Ma carte de débit, la carte du compte de Celsin. Le compte où se trouvaient les 800 000 pesos de Ramiro, l'argent que ma famille convoitait, celui que j'avais juré de protéger. Tenez, dis-je, la voix vide. Le bip de la machine validant la transaction fut le bruit de ma dernière attache avec mon ancienne vie qui se brisait. Puis-je la voir? Demandai-je plus tard. Là elle se réveille doucement de la sédation, dit l'infirmière. Venez. Je la vis. Si pâle. Si petite, dans ce grand lit d'hôpital. Une perfusion dans son bras valide, un bandage blanc autour de la tête, et un plâtre rose temporaire sur l'autre bras. Je m'assis à son chevet et pris sa main. Maman, murmura-t-elle, les yeux mi-clos, troublée par les médicaments. Je suis là, mon amour. Tout va bien maintenant. Est-ce que toi aussi tu es en sécurité, maman? Ses yeux se remplirent de larmes lentes, cotonneuses. J'ai une question. Dis-moi, ma chérie, n'importe laquelle. Sa lèvre trembla. Pourquoi grand-mère Carmen m'a craché dessus? Mon cœur se brisa. J'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça qu'elle me déteste? Je me penchai et embrassai son bandage, une larme tombant sur son plâtre. Non, mon amour. Non. Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite. Tu es la chose la plus parfaite du monde. Alors pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Je sortis de la chambre. La colère avait remplacé le choc. Une colère froide, blanche, pure. Adla vit mes yeux. Adla, dis-je d'une voix dure, métallique. Appelle ta nièce. Appelle la tigresse. Dis-lui que j'ai un dossier pour elle. Dis-lui qu'ils viennent de s'en prendre à la mauvaise paramédic. Et que je veux du sang. Je rencontrai la licenciée Ursula Monte le lendemain. Adla et Manuel restèrent à Cuernavaca, veillant sur Celsin comme sur leur propre petite fille. Pour que je puisse prendre un bus vers Mexico. Je me sentais coupable de la laisser, mais Adla fut ferme. Va chercher le chien, ma fille. Nous, on garde l'agneau. Le bureau des Ursula n'était pas dans un quartier chic comme Las Lomas ou Polanco. Il se trouvait dans un immeuble modeste de la Colonia Roma, un bâtiment qui avait survécu au tremblement de terre. La salle d'attente était petite, mais les livres sur les étagères étaient épais. Droit pénal, droits humains, recours constitutionnel. Quand elle sortit pour m'accueillir, ce n'était pas ce que j'imaginais. Ce n'était pas une avocate âgée et fatiguée. Elle était jeune, peut-être de mon âge. Vêtue d'un tailleur noir impeccable cher, sans doute et d'un regard si perçant qu'il me transperça. Ses cheveux étaient attachés en chignon sévère. Elle ne souriait pas. Dalia Fuentes, demanda-t-elle d'une voix grave. Oui, licenciée Monte. Ursula, corrigea-t-elle en me serrant la main, son étreinte ferme. Entrez. Ma tante Adla m'a raconté les grandes lignes. Mais je veux tout entendre de votre bouche. Chaque détail. Ne laissez rien de côté. Surtout la partie concernant l'avocat. Alors je parlais. Je m'assis dans son bureau qui sentait le café fort et la justice chère. Et je parlais. Je ne pleurais pas, je ne suppliais pas. Je parlais avec la précision clinique d'un rapport de trauma. Je racontais l'appel de ma mère. L'histoire de l'assurance de Ramiro.
L'obsession de mon père pour le statut. La fête, la piscine. Quand j'en vins à décrire le moment où mon instinct de paramédic prit le dessus, ses yeux sombres s'aiguisèrent. « Attendez, dit-elle en m'interrompant. Je veux ça bien clair. Vous, comme professionnel médical certifié, leur avez donné des ordres directs? » Oui, dis-je. Je leur ai dit d'appeler le 911. Je leur ai décrit le diagnostic probable, arrêt cardio-respiratoire secondaire à une noyade et traumatisme crânien. Je leur ai demandé des serviettes sèches contre l'hypothermie. Et ils ont tous refusé d'obéir. « Excellent, murmura-t-elle en écrivant vite sur son bloc. Continuez. Je lui racontai le crachat de ma mère. Je vis sa main s'arrêter. Sa mâchoire se serra si fort qu'un muscle sauta. Je lui répétai la phrase de mon père, « Laisse-la mourir. » Puis l'histoire du téléphone brisé. Et enfin, l'avocat. « Lisandro Suarez, dis-je. Il m'a menacé avec les services sociaux. Il a dit qu'il me ferait accuser de négligence pour qu'on me retire ma fille si j'appelais la police. » Ursula posa son stylo, se pencha en arrière dans son fauteuil de cuir, ferma les yeux une seconde, puis sourit. Le sourire le plus terrifiant et magnifique que j'ai jamais vu. Le sourire d'un requin qui sent le sang dans l'eau. Ce qu'il a dit, répéta-t-elle lentement, c'est incroyable. Monumental. Et surtout, irréversible. Comment ça? Demandai-je. Elle me regarda droit dans les yeux. Madame Fuentes. Dahlia, je peux t'appeler Dahlia? Oui. Ce que ton beau-frère a fait n'est pas seulement immoral. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est un crime. Un crime? Oui. Ça s'appelle coercition de témoins, obstruction à la justice et abus d'autorité légale. Et il l'a fait devant 4 témoins. Il a lui-même détruit sa carrière. Il vient de nous offrir la tête de sa famille sur un plateau d'argent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Demandai-je. C'est eux contre moi. Ils sont riches. Non, répondit Ursula en se penchant en avant, les yeux brillants d'une lueur de combat. Tu ne comprends pas. Ils croient que tu n'es qu'une paramédic pauvre et plaintive. Ils croient avoir le pouvoir parce qu'ils ont de l'argent, mais ils se trompent. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir raison. Et d'avoir le meilleur avocat. Elle ouvrit son porte-document. Voici ce qu'on va faire. Ce n'est pas un procès, c'est une guerre totale. Et on va la gagner sur 3 fronts. Elle leva un doigt. Le premier front, le pénal. On va déposer aujourd'hui même une plainte pour agression aggravée, non-assistance à personne en danger aggravé, négligence criminelle, destruction de biens privés et obstruction à la justice. On ne gagnera peut-être pas, mais on ajoutera une tentative d'homicide difficile à prouver, mais suffisant pour les effrayer et leur faire commettre des erreurs. Elle leva un deuxième doigt. Le deuxième front, le civil. Là, on va les vider. Pas pour 60 000 pesos. On va les poursuivre pour 5 millions de pesos. Tu sais combien coûte la thérapie pour un enfant de 7 ans traumatisé pendant 10 ans? Les traitements pour l'aquaphobie, les éventuelles séquelles neurologiques, le préjudice moral, le préjudice punitif pour la cruauté d'avoir craché sur une victime? Oh oui, on va chiffrer tout ça. Elle leva un troisième doigt. Le troisième front, le professionnel. Demain matin, je vais déposer une plainte officielle et détaillée auprès du barreau des avocats du Mexique contre le licencié Lisandro Suarez, avec les témoignages sous serment de toi, de moi, d'Adla et de Manuel. Nous demanderons la suspension immédiate de sa licence le temps de l'enquête. Je restai sans voix. C'était brutal. C'était parfait. Mais, combien tout ça va me coûter, Ursula? J'ai payé l'hôpital avec les économies de ma fille. Je n'ai plus rien. Ursula me regarda fixement. Dahlia. Ma tante Adla m'a sauvé la vie quand j'avais 15 ans. Elle m'a sorti d'une situation terrible. Je lui dois tout. Et toi, tu as sauvé ta fille quand personne d'autre ne l'a fait. Je prends cette affaire pro bono. Mon paiement, ce sera la tête de Lisandro quand il recevra sa suspension. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Rien. Retourne à Cuernavaca. Prends soin de ta fille. Ne réponds pas à leurs appels. Ne lis pas leurs messages. Laisse-les se sentir en sécurité. Laisse-les paniquer. Je m'occupe des monstres. Les 2 semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie.
Un enfer silencieux. Je revins à Cuernavaca, dans la petite chambre d'hôpital de Seltsin. Adla et Manuel nous rendaient visite chaque jour. Ils apportaient du bouillon de poulet, des livres de coloriage, et surtout, leur présence apaisante. Ils devinrent les grands-parents que Seltsin méritait, ce que je n'avais jamais eu. 3 jours plus tard, Seltsin fut autorisée à sortir, le bras dans un plâtre rose vif qu'elle avait choisi elle-même. Adla insista pour qu'on reste dans sa maison d'hôte. « Tu ne peux pas retourner dans ton appartement seul. »« Pas encore. »« Et du côté de ma famille ?» Silence. Absolu. Comme le calme avant la tempête. Aucun appel. Aucun message. Aucune demande de nouvelles de Seltsin. Pour eux, le problème avait disparu au moment où la porte vitrée s'était refermée. Puis, le lundi de la 3e semaine, Ursula lança les bombes. Je l'imaginais. Un huissier en costume gris, porte-documents à la main. Se présentant d'abord à la Villa des Lomas. Puis au cabinet de Lisandro. Puis à la maison de mes parents à Coyoacán. J'imaginais leur visage. La confusion, l'arrogance. Ça doit être une erreur. Puis le pur panique en lisant les mots plainte pénale, poursuite civile de 5 millions de pesos, ordonnance de protection d'urgence. Et la cerise sur le gâteau. La notification du barreau adressée à Lisandro. Mon nouveau téléphone bon marché explosa de messages à 18h. Le premier singe volant fut ma tante Elvira, la sœur bavarde de ma mère. Dalia, ma chérie, sanglota-t-elle. Mais qu'as-tu fait? Ta mère est dévastée. Elle est au lit, son taux de sucre est au ciel. Ton pauvre père a 70 ans, tu vas le tuer de peur. Bonjour, ma tante, répondis-je calmement. J'étais assise sur le porche d'Adla, regardant Seltsin dessiner des papillons. Ah, comment ça, bonjour? Tu es en train de poursuivre ta propre famille. Ton sang. Pour un accident. Un simple plongeon. Les enfants jouent. Tante Elvira, l'interrompis-je, la voix froide comme l'acier. Tu étais là. Près de la piscine. Eh bien, non, j'étais à la table du buffet. Tu as vu ma mère cracher sur ma fille de 7 ans pendant qu'elle saignait. Silence. Dalia, ta mère elle était nerveuse. Et tu as entendu mon père crier « Laisse-la mourir » et briser mon téléphone pour que je ne puisse pas appeler une ambulance. Silence total. Les gens disent des choses sous la colère, marmonna-t-elle. Alors ne me rappelle plus, tante, à moins que tu veuilles être le prochain témoin sur la liste. Je raccrochai. Je bloquai son numéro. 5 minutes plus tard, un message d'un numéro inconnu. Romina. T'es une sale traîtresse. Tu es morte. Je vais te détruire. Je fis une capture d'écran. Je l'envoyai à Ursula. 5 secondes plus tard, un autre message. T'as intérêt à retirer ta plainte. Lisandro va te détruire. Il va prouver que t'es une mère instable et te retirer Seltsin. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Je vais faire en sorte que tu regrettes d'être né, sale chatte. Capture d'écran. Envoyé à Ursula. La réponse d'Ursula fut immédiate. Merci. Elle vient de violer l'ordonnance de protection d'urgence et de commettre un nouveau délit fédéral. Continue, Romina. Continue. Tu creuses ta propre tombe. Puis un autre numéro. Un cousin. Et Idalia, ma mère dit que t'es folle. 5 millions? Sérieux? Tu veux juste de l'attention. Bloqué. Leur panique était réelle. Ursula m'appela ce soir-là. Bien. On dirait que le 3e front a frappé le premier et le plus fort, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Que s'est-il passé? Lisandro est en panique totale. Le barreau a ouvert une enquête officielle pour conduite non professionnelle portant atteinte à l'éthique et à la morale de la profession. Ça sonne bien, non? Menacer des mères célibataires pour leur retirer leurs enfants blessés, apparemment, ça ne fait pas bonne impression sur un CV. Il l'auditionne. Mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Son avocat m'a appelé. Ils veulent une médiation. Ils veulent parler. Ils veulent régler ça en famille. Et tu leur as dit quoi? Que la famille a eu sa chance, là, au bord de la piscine. Et qu'à présent, ils ne parleront qu'à l'avocate de la famille.
J'ai accepté la médiation pour lundi prochain. Prépare-toi, Dahlia. Ils vont essayer de jouer sur la culpabilité. De te faire douter. Et qu'ils essaient, répondis-je en regardant Seltsin, qui dessinait un soleil. Je n'ai plus de culpabilité. Seulement de la mémoire. La salle de médiation était le lieu le plus déprimant du monde. Un bâtiment gouvernemental au centre-ville, mur peint d'un beige bureaucratique. Pas de fenêtre. Odeur de café froid et de désespoir. Ursula et moi arrivâmes les premières. Elle portait un tailleur bleu marine si sombre qu'il paraissait noir, les cheveux tirés en un chignon parfait. Moi, j'avais mis mon seul costume correct, celui que je portais pour les entretiens d'embauche. Mon armure. 5 minutes plus tard, ils entrèrent. C'était la première fois que je les revoyais tous depuis la fête. Et la vue fut satisfaisante. Ils avaient l'air petits. Ridicules. Mon père Fernando, le grand patriarche, l'homme qui avait crié « Laisse-la mourir », semblait avoir pris 20 ans. Son arrogance s'était évaporée, remplacée par une peur moite. Son costume cher pendait sur lui. Ses mains tremblaient. Ma mère Carmen, la grande dame, la reine des réceptions, avait les yeux gonflés, rougis par les larmes. Son maquillage ruiné. Elle serrait un mouchoir de soie comme une bouée de sauvetage. Romina vibrait de colère, mais une colère apeurée. Elle lançait des regards de haine à Lisandro. Et Lisandro, Lisandro, le grand avocat. Celui qui m'avait menacé avec le DIF. Il était pâle, verdâtre. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré la climatisation. Il ne me regarda pas. Il ne pouvait pas. Ses yeux restaient fixés sur la table en bois bon marché. Ils s'assirent en face de nous. Le médiateur, un homme épuisé à la cravate tachée, lut les règles. L'avocat de leur côté prit la parole en premier. « Madame Fuentes, Dahlia, bonjour. » Je ne répondis pas. « Mes clients, la famille Fuentes, sont ici de bonne foi. Ce qui s'est passé fut un terrible accident, un malentendu. » Les émotions étaient vives. C'était une fête, il y avait de l'alcool. Ursula éclata de rire. Ce n'était pas un petit rire, c'était un éclat fort, clair, moqueur, qui résonna dans la salle sans fenêtre. « Excusez-moi, dit l'avocat, vexé. « Pardon, maître, répondit Ursula en s'essuyant une larme fausse. Je croyais avoir mal entendu, puis alcool ? C'est ridicule, n'est-ce pas ? Elle se pencha vers lui. Ici, il n'y a pas de bonne foi. Il y a 5 personnes qui ont commis des actes criminels, et nous ne sommes pas ici pour négocier. Nous sommes ici pour vous dire nos conditions. C'est hostile, balbutia l'avocat. Hostile ? Répéta Ursula. Hostile, c'est cracher sur une fillette de 7 ans qui saigne. Hostile, c'est dire laisse-la mourir à sa propre petite fille. Hostile, c'est menacer une mère de lui enlever son enfant. L'avocat déglutit. Mes clients sont prêts, comme geste de bonne volonté, à vous rembourser la totalité des frais médicaux. Les 60 000 pesos, et peut-être 40 000 de plus pour les désagréments. 100 000 pesos, dit Ursula, comme si elle goûtait un plat avarié. Oh, quelle générosité! C'est une offre juste, protesta l'avocat. C'est une insulte, répondit-elle froidement. Et maintenant, vous, taisez-vous. Nous allons parler à ceux qui prennent les décisions. Elle se tourna vers ma famille. Voici l'offre, et ce sera la seule. Vous acceptez la plainte civile de 5 millions de pesos. Vous payez aujourd'hui 500 000 pesos. Le reste sur 12 mois. Vous plaidez coupable des délits mineurs dans l'affaire pénale, négligence et non-assistance à personne en danger. Vous n'irez pas en prison, mais vous aurez un casier judiciaire. Et la plainte contre Lisandro ne sera pas retirée. En fait, nous venons d'y ajouter la tentative de corruption d'aujourd'hui. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Hurla Romina. Regarde-moi, lança Ursula. Nous n'avons pas 5 millions. Gémit mon père. Tu vas nous ruiner. C'est tout ce qu'on a. Tu aurais dû y penser avant de casser le téléphone, répondit Ursula glaciale. Vous avez 24 heures, ou on se voit au tribunal pénal. Elle se pencha légèrement. Et crois-moi, Fernando, un jury adorera entendre laisse-la mourir. Ce sera un cirque médiatique.
Un silence absolu tomba. Et puis, cela arriva. Ma mère, Carmen, la femme qui disait que mes robes sentaient le savon et que mon travail sentait la sueur, se leva, chancela, puis tomba à genoux devant moi, sur le sol en linoléum sale. Dahlia, sanglota-t-elle, rampante, essayant de saisir mes genoux. Je reculai comme si elle était un serpent. Ma fille, ma petite fille, s'il te plaît, aie pitié. Il y était, le mot. Pitié. C'était une erreur, j'étais stressé, c'était la fête de ton père, les nerfs, je ne sais pas ce qui m'a pris, s'il te plaît, Dahlia, c'est ma petite fille, je l'aime, laisse-nous la voir, ne nous fais pas ça. Mon père la rejoignit, la voix brisée, les mains tremblantes. Dahlia, ma fille, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Le sang, c'est le sang. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est ton père. Il suppliait. Il pleurait. Il mendiait la pitié. Je restais assise, les observant. Ma mère, à genoux, le mascara coulant entraîné noir sur ses joues. Mon père, l'homme si fier, réduit à un vieil homme tremblant qui répétait « famille, famille » comme un mantra vide. Le médiateur, mal à l'aise, fixait le sol. Ursula me regardait, visage neutre, professionnel, attendant mon signal. Je me levai lentement. Le bruit de la chaise raclant le sol résonna comme une lame. Ma mère leva les yeux, pleine d'espoir et de larmes. Ma voix ne trembla pas. Elle n'était pas douce, ni en colère. Elle n'était rien. C'était la voix d'un chirurgien avant une amputation. Froide. Définitive. Pitié, répétai-je. Le mot sonna étranger dans ma bouche. Vous me demandez la pitié? Je m'approchai d'elle. Elle voulut saisir ma main. Je la retirai. Toi, tu me demandes la pitié? Carmen? Je n'ai pas dit maman. Où était ta pitié quand ma fille vomissait l'eau de la piscine et que tu regardais le tapis? Son visage se décomposa. Je ne. Où était ta pitié quand tu t'es penché, continuai-je, et que tu as craché sur une fillette de 7 ans en sang? C'était une erreur, j'étais nerveuse. Ne mens pas et au moins la décence de ne pas mentir. Tu as aimé ça. C'était l'acte le plus sincère que tu aies commis en 30 ans. Je me tournai vers mon père. Il s'enfonça dans sa chaise. Et toi, dis-je. Tu me parles de famille? De sang? Je m'avançai si près qu'il dut lever la tête pour me regarder. J'ai passé 34 ans à chercher ton regard. À espérer que tu sois fier de moi. Je me suis marié à un héros, et tu as dit, ce n'est qu'un pompier. Je suis devenu paramédic, je sauve des vies chaque jour, espérant qu'un jour, une seule fois, tu me dises, bravo, ma fille. Il détourna les yeux. Regarde-moi, ordonnai-je. Il obéit. Ses yeux, autrefois froids et dominateurs, étaient maintenant pleins de peur. Quand j'ai eu besoin que tu sois un père, quand ta petite fille, ton sang mourait dans mes bras, qu'as-tu dit? Il tremblait. Je vais te le rappeler, puisque tu sembles l'avoir oublié. Tu as crié, laisse-la mourir. Et tu as brisé mon seul espoir d'aide. Dahlia, ma fille, j'étais en colère? Non, coupai-je net. Tu as fini de parler. Pour le reste de ta vie. Je le fixai. Aujourd'hui, Fernando, j'ai enfin compris, je n'ai pas besoin de ton approbation. Je ne l'ai jamais eu. J'ai cherché l'amour d'un père dans une maison vide, dans un homme vide. Aujourd'hui, je ne cherche pas ton amour. Je cherche la justice. Je me tournai vers Romina. Toi, tu as donné la permission à ton fils. Tu es aussi coupable que lui. J'espère que tu apprécieras d'expliquer ça à tes amis du club de tennis. Et enfin, je me tournai vers Lisandro. Toi, monsieur l'avocat. L'homme de loi. Tu m'as menacé avec les services sociaux. Un sale tour de petit avocat corrompu. Commença-t-il, en ajustant sa cravate. Mais Ursula dit que c'est un délit fédéral, obstruction à la justice, coercition, abus d'autorité. J'espère que tu apprécieras ton audience devant le barreau. Et j'espère qu'ils te retireront ta licence. Et que tu finiras en prison. Je pris mon sac. Vous ne cherchez pas la pitié. Vous voulez juste que tout disparaisse. Mais cette fois, c'est fini. La fête est terminée. Je regardai Ursula. Pas d'accord.
Nous irons au procès pénal. Nous nous dirigeâmes vers la porte. Non. Hurla Lisandro. Un son que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la rage, c'était du pur panique. Il voyait sa vie s'effondrer. Son nom dans les journaux, son témoignage sous serment, sa plainte disciplinaire, sa carrière détruite. Dis quelque chose, idiot. Cria-t-il à mon père. Fernando, ils vont nous ruiner. Ils vont tout nous prendre. Je vis mon père regarder ma mère à genoux. Romina pleurait, son mascara coulant enfin. Et mon père, le grand patriarche, s'effondra sur la table. Nous acceptons, dit-il d'une voix éteinte. Nous acceptons tout. Les 5 millions, tout ce que vous voulez. Mais pas de procès, pas de presse. Je m'arrêtai à la porte. Vous acceptez tout? Oui, oui, tout, dit Lisandro en s'essuyant le front, la voix tremblante. Bien. Et une chose encore. L'ordonnance de restriction n'est pas négociable. Elle ne sera pas temporaire. Elle sera permanente. Vous ne vous approcherez plus jamais de ma fille. Ni de moi. Vous n'appellerez pas. Vous n'écrirez pas. Jamais. C'est clair? Ma mère poussa un cri qui semblait venir de ses entrailles. Non, Dahlia, non, tu ne peux pas. Je suis sa grand-mère. Tu as cessé de l'être au moment où tu as craché sur elle, répondis-je. Entendu, dit mon père, la tête basse, vaincu. Entendu. Je sortis de la salle. Ursula me suivit. Je ne me retournai pas. J'entendis ma mère crier mon nom. Je continuai à marcher. Quand nous sortîmes dans l'air pollué de Mexico, sous le soleil éclatant, je respirai profondément pour la première fois de ma vie. 6 mois plus tard. J'écris ces lignes depuis le balcon d'un petit hôtel à Oaxaca. À Cicatela, j'entends le Pacifique rugir, un son constant, puissant, qui nettoie l'âme. L'air sent le sel, la noix de coco et la paix. Seltsin est sur la plage, juste en bas. Elle suit un cours de surf pour enfants. Elle se tient debout sur la planche. Elle vient de prendre une petite vague. Elle rit. C'est la première fois que je l'entends rire ainsi. Un rire pur. Sans peur. En 6 mois, tout est arrivé. Ursula a été une machine. Ils ont dû vendre la villa. Mon père a liquidé sa retraite. Romina a vendu son SUV. L'argent est là. En sécurité. Placé dans un fonds fiduciaire pour l'éducation et la santé mentale de Seltsin, géré par le cabinet des Ursula. Je ne peux même pas y toucher, sauf pour sa thérapie. Et la thérapie marche. Sa psychologue est formidable. Elle garde encore la cicatrice, juste à la racine des cheveux. Seltsin l'appelle sa cicatrice d'éclair, comme une marque de super-héros. Son plâtre rose a disparu depuis longtemps, son bras est fort. Elle a recommencé à dessiner. Notre réfrigérateur est couvert de tortues marines, de vagues géantes et de papillons monarques. Adla et Manuel sont devenus ses vrais grands-parents. On dîne avec eux tous les dimanches. Manuel apprend à Seltsin à reconnaître les étoiles. Adla lui apprend à faire des biscuits. Ils nous ont adoptés. La semaine dernière, j'ai reçu un email des Ursula. Lisandro a été suspendu par le barreau. 1 an sans licence. Un coup fatal à sa réputation. Romina a demandé le divorce. Apparemment, sans argent ni statut, il n'était plus si séduisant. Quant à mes parents, je ne sais pas. Je n'ai plus jamais parlé avec eux. L'ordonnance d'éloignement permanente est toujours en vigueur. Ils sont devenus des fantômes. Des étrangers. Parfois, la nuit, quand Seltsin dort et que j'entends les vagues. Je me demande si Ramiro serait fier de moi. Lui qui courait vers le feu. Je crois que moi aussi, j'ai fini par courir vers le mien. Ce jour-là, au bord de la piscine, nous avons perdu une famille. Mais la vérité, c'est que nous ne l'avions jamais eue. Ce que nous avons perdu, c'était du poison, de la haine, de la jalousie et du mépris. Et en échange, nous avons gagné notre vie. Nous avons gagné la paix. Nous avons gagné la liberté. Ils m'ont supplié pour la pitié. Celle qu'ils n'avaient jamais montrée à ma fille. Je ne leur ai pas donné la pitié. Je leur ai donné la justice. Et à ma fille. Je lui ai donné un avenir. Je me demande parfois si j'ai bien fait.
Si je suis allé trop loin. Ou si j'ai simplement fait ce qu'une mère. Ce qu'une paramédic devait faire pour protéger son patient le plus précieux. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place?